Durant 3 jours, nous avons organisé un colloque international sur les récits transhumanistes. Le transhumanisme fait l'objet de nombreux débats dans la société, de débats citoyens, de plus en plus au niveau aussi également académique. Et nous avons souhaité dans ce colloque traiter de la question des récits transhumanistes, de la diversité de ce qu'ils nous racontent, de notre avenir possible. Et nous avons également souhaité que ce colloque soit tout à fait international et qu'il permette aussi une diversité de points de vue. Donc nous ne souhaitions pas que ce colloque soit un entre-soi de chercheurs qui sont militants contre le transhumanisme ou qui pensent contre le transhumanisme ou pour. Nous avons vraiment voulu créer le contexte d'une mise en débat des points de vue et je pense que c'est tout à fait une réussite. Il y a énormément de chercheurs anglo-saxons, francophones qui nous ont rejoints. Alors le programme de ces 3 jours, grosso modo, alterne entre des temps de grandes conférences en salle plénière, à la fois des conférences classiques, mais aussi des grands débats, des disputes comme ce matin, des joutes aussi oratoires où des juristes vont discuter entre eux et débattre sur des points de vue conflictuels concernant l'avenir de l'humanité. Il y a des ateliers participatifs qui permettent au grand public de discuter de sujets de société qui vont pouvoir affecter tout un chacun vraisemblablement dans les décennies à venir. Il y a également des sessions parallèles qui sont donc des occasions pour les chercheurs de débattre de sujets plus spécialisés mais qui sont aussi ouverts aux citoyens, au grand public. Il y a enfin aussi en soirée une offre culturelle et artistique très diversifiée. Donc hier nous avons eu la projection du film de Stanley Kubrick 2001 Odyssée de l'espace, c'est les 50 ans du film. Aujourd'hui, ce soir, nous avons une artiste suisse professionnelle qui a monté un spectacle sur la question de l'immortalité. C'est une comédie humoristique. Donc il y a une grande diversité, il y a aussi une exposition d'art tout au long du colloque. Donc on marie vraiment des temps de recherche, des temps culturels et artistiques et des temps de débat citoyen. Certaines des visées transhumanistes, appuyées sur des ruptures technologiques réelles ou fantasmées, franchissent les limites du concevable anthropologiquement parlant. Ces franchissements doivent être étudiés, car ils nous disent quelque chose de ce qui travaille la société, y compris en deçà des frontières de l'inacceptable. En cela, ils ouvrent sur une éthique prospective des technosciences, notamment dans le champ du handicap et de la santé. Je veux y insister. Le principe même du travail dans une université est d'explorer à fond toute chose, avec des méthodes, avec de la rigueur, avec un esprit scientifique. Explorer à fond toute chose, toute technologie, toute idée, tout concept, toute idéologie. Ici, pas très loin, peut-être en avez-vous aperçu cette belle boule ronde sur le toit de l'hôtel académique. C'est un ancien observatoire, avec de grandes lunettes astronomiques. Il servait autrefois à explorer le ciel, les comètes. Il ne sert plus aujourd'hui, mais il est complètement emblématique de la posture d'une université. Nous observons toutes choses et toutes idées, et nous les décortiquons, nous les analysons. Nous sommes prêts à tout voir, à tout étudier, y compris dans les transhumanismes, puisque c'est notre métier, et en l'étudiant, on a vite appris d'ailleurs qu'il fallait mettre le mot au pluriel. Certains nous disent aujourd'hui qu'il y a 2 types de transhumanistes, 2 types de transhumanisme. Si je parle des transhumanistes, il y a ceux qui veulent améliorer l'homme, qui pourraient reprocher cette vision, ce dessin, et ceux qui veulent créer un homme nouveau. Moi, je me situe très clairement, et je l'assume, et là j'assume ma partialité, dans la première catégorie. Si le transhumanisme est synonyme d'un progrès humain contrôlé, raisonné, qui peut améliorer la situation humaine sans la dénaturer, et qui bénéficie à tous, alors une des formes de transhumanisme peut être acceptée, mais régulée. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est le sens même de la vie qui est en jeu. Les représentants de l'association techno-progressiste se donnent pour objet de promouvoir la pensée et le questionnement transhumaniste en France, dans le monde francophone en général. De notre point de vue, finalement, le mouvement transhumaniste revient surtout à permettre à la majorité, à la plupart des personnes de se rendre compte de quelque chose, de prendre conscience que depuis quelques décennies, nous sommes maintenant en mesure d'orienter volontairement la manière dont nous évoluons en tant qu'individus et en tant qu'espèce même, grâce aux différentes technologies.
Dans un grand nombre de colloques, on discute du transhumanisme sans les transhumanistes. Donc notre première attente est de vérifier, si vous voulez, dans quelle mesure effectivement l'échange est possible. Le débat d'idées est véritablement possible, même avec des personnes qui a priori se considèrent comme strictement opposées, radicalement opposées parfois aux idées que nous avançons. Donc c'est le premier élément. Et au-delà, eh bien, nous espérons qu'il y aura la possibilité de construire d'autres choses, c'est-à-dire de promouvoir ensemble le questionnement qui doit être posé à l'ensemble de la société, mais qu'il soit posé de manière équilibrée. Et pas seulement en étant dans la critique, parce que bien souvent, cette critique, elle relève finalement de la caricature, elle relève souvent du fantasme. 2 scénarios, et à chaque fin de ces scénarios, on va laisser les talents du barreau de Lille shooter. Le sujet n'est pas nouveau. Il y a 25 ans déjà, le 16 mars 2005, le groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies auprès de la Commission européenne s'alarmait des risques d'atteinte à la dignité humaine pour des dispositifs implantés à but professionnel ou d'amélioration de la performance. Jérôme, 7 ans, s'adresse à Vincent, 14 ans. Et salut, c'était bizarre ces tests. Arrête, on sait que t'as réussi car t'as été complété. C'est pas vrai. Mais regarde derrière ta tête. Et touche, tu as une énorme cicatrice. Tricheur, infirme. Tu seras astronaute ou médecin, comme tes parents ont décidé pour toi. T'as pas de personnalité. La commande était assez simple, c'était en gros en 2 mots, transhumanisme et, alors c'est pas un mot mais c'est une phrase, surtout ne pas prendre position, le questionnement sur la question du transhumanisme. C'est un projet qui a démarré en février et qui s'est terminé en mai. Avec un groupe de 10-15 étudiants, débutants. 10 to 15 students who had no prior training in this kind of work. So I'm here because I work at the Future of Humanity Institute at Oxford University with questions about the long-term prospects of humanity, or rather what we might become in the long run. And these are questions that transhumanism have been interested in for a long time. So my particular research question that I will be talking about today is going to be about cosmism. What about spreading across space? What kind of considerations does that require practically, technically, but also ethically for it to be possible and end well? There is not a single transhumanism. There is many transhumanisms with very divergent and interesting views. And I think the dialogue both inside transhumanism and with other philosophically minded people produces quite a lot of enlightening ideas. I've seen enormously interesting synthesis happen both in the areas of ethics, in terms of risk, and in terms of thinking about what we need to solve as a society as technology changes. Alors c'est une cape de visage, ça s'appelle la social condom, parce que je fais aussi des masques individuels que j'appelle des capotes faciales. Et donc voilà, ça fait partie de la famille des skin bags, des habits en peau synthétique. Et là, c'est un habit qui est fait avec des visages de mes amis et de ma famille. Alors l'idée, en fait, c'est d'élargir notre peau, enfin notre image sociale, et donc d'inclure à l'intérieur de notre limite identitaire tous nos habits et nos organes digitaux, nos téléphones, les ordinateurs, autant mais aussi les clés, l'argent, voilà, pour insister sur la porosité en fait de notre identité qui n'est pas liée uniquement à notre corps. Et donc avec ce vêtement-là, je crée une espèce de nouvelle forme de nudité sociale. Alors en plus ça peut contrer un petit peu tout ce qui est logiciel de reconnaissance faciale, il suffit qu'on porte tout ça et là ça fout tout le système en l'air quoi. Tout à fait, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, va-t-on vers une société du contrôle ou de la responsabilité? Et donc le fait de brouiller ces pistes-là me semble tout à fait pertinente, oui. Yeah, I was invited to be here as a keynote speaker at that event. Tomorrow morning I'll have a discussion concerning the challenges concerning the notion of human dignity from the
post as well as from the transhumanist side, as because sort of the notion of dignity has been fundamental for constitutions in Europe, and the way, and with transhumanism, they will move away from that encrusted structures connected to it. And my expectation is, I mean, I've been organizing conferences on that topic for 10 years now. But I haven't been so often within the French scientific community. So I'm very happy to see that there's so many scholars interested in that project, in transhumanism and post-human reflections. More than 100 participants will be here. So I'm very much looking forward to further exchanges on the issues, on the great diversity of related issues, because they constitute the most important challenges we are facing today. I've just established the first academic journal dedicated to the post-human in the world, the Journal of Post-Human Studies with Penn State University Press, which shows now it's something, it's happening, it's currently happening, and more people start to realize the importance. And even series start to embrace the topic, from Westworld to Black Mirror, Netflix series. Which hasn't been the case 10 years ago. 10 years ago, when I started organizing conferences on that topic, no one even was aware of that. No one in the academic community was really interested in it. And now people seem to realize the incredible impact emerging technologies have, and why transhumanism is central to be taken seriously. Eh bien, je viens de participer à une disputation avec Stefan Lorenz Sorgner, qui est un philosophe allemand et qui présente une variété de la pensée anti-humaniste ou proto-humaniste qu'il appelle méta-humanisme, et dont il dit qu'il y a un rapport entre cela et le transhumanisme et le post-humanisme. Sa position me semble une position extrêmement dangereuse. Et c'est pour ça que j'avais proposé au moment où il a été invité que je puisse lui opposer un autre type de valeur. Un des points de vue fondamentaux des vues représentées par l'Université catholique de Lille, c'est que nous sommes tous des êtres humains et qu'un dialogue doit être possible. Alors, à moins que des gens se déterminent véritablement comme des ennemis de l'humanité, on doit pouvoir discuter et essayer de rapprocher les positions. La conclusion du débat que j'ai eu avec Sorgner est sans doute que sur certains types de positions, il est difficile de rapprocher les points de vue. Mais le transhumanisme tel qu'il est conçu maintenant, c'est une sorte d'engouement, comme il y avait autrefois un engouement pour le progrès. La différence, c'est que des choses qui paraissaient hors d'atteinte, comme l'immortalité individuelle, qui était relevée uniquement de la religion, est-ce que nous vivrons après notre mort ou non, apparaissent maintenant de l'ordre du faisable, éventuellement du faisable, ou la conquête des étoiles, aller coloniser non pas simplement d'autres planètes de notre système solaire, mais aussi peut-être aller sur dans d'autres systèmes stellaires. Tout ça devient de l'ordre de l'envisageable, parce que par ailleurs nous sommes des génies de la technologie. Et donc, il y a des questions qui sont des questions de société qui commencent à envahir ce qui était, je dirais, le domaine réservé de la théologie. Pourquoi est-ce que les transhumanistes parlent d'immortalité ? Parce que c'est envisageable, non pas parce qu'ils veulent prendre la place des théologiens qui, par tradition, parlaient de cela, mais personne d'autre. Maintenant, il y a un envieillissement possible. Et il faut bien dire aussi que dans la dégradation de la planète que nous organisons autour de nous par irresponsabilité, si nous voulons en sortir, ce seront des solutions de technologie avancée qui nous permettront maintenant de le faire. Ce n'est pas simplement en arrêtant tout. En arrêtant tout, nous sommes trop sur la lancée, le bolide est lancé. Il faudra prendre des contre-mesures et donc envisager peut-être de faire des choses qu'on ne faisait pas avant. Mais nous connaissons les dangers de l'eugénisme, nous connaissons le danger d'essayer de modifier la nature humaine bien au-delà de ce qu'elle est. On ouvre une boîte de Pandore, on ne sait pas quelles seront les conséquences de ça. Et il ne faut pas nécessairement se limiter à l'idée que voilà, nous avons été créés à l'image de Dieu, donc on ne peut pas toucher à nous-mêmes. Non, il faut trouver une juste mesure entre l'admissible et l'inadmissible.